Mathieu Delormeau a longtemps eu ce talent rare. Entrer sur un plateau comme on ouvre une fenêtre, avec du bruit, de l'air, parfois une bourrasque. Né à Paris le 5 mars 1974, passé de l'analyse financière aux lumières de la télévision, il a bâti son personnage entre NRJ12, le MAG, Tellement vrai, puis l'arène électrique de Touche pas à mon poste. Mais derrière le sourire de chroniqueur, une autre histoire s'écrivait déjà, moins brillante, plus nerveuse, faite d'amour abîmé, d'excès, de silences familiaux et de retours impossibles. Et si Mathieu Delormeau n'avait jamais vraiment cherché la lumière, mais seulement un endroit où ne plus disparaître? Dans la vie sentimentale de Mathieu Delormeau, il y a toujours eu une zone de clair-obscur. Non parce qu'il cultivait le secret, mais parce qu'il a longtemps refusé que son intimité devienne un dossier. Il disait, en substance, que l'orientation sexuelle ne devrait pas compter plus que la couleur de peau. Pourtant, plus il se taisait, plus les autres parlaient pour lui. Dans le vacarme des plateaux, les sous-entendus pesaient parfois plus lourds que n'aveux. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'image d'un homme exposé, taquiné, parfois réduit à son désir par ceux qui prétendaient le connaître. C'est le décalage entre la légèreté affichée et la gravité de certaines confidences. Mathieu Delormeau a reconnu, plus tard dans Tout beau, tout neuf, avoir été, dans une autre période de sa vie, un homme infidèle, instable, presque fuyant dès que l'amour demandait autre chose que du charme. Ce n'était pas une phrase jetée pour faire rire. C'était l'aveu d'une faute ancienne, de celle qui ne quitte pas vraiment celui qui les a commises. Au cœur de cette confession, il y avait un absent. Un ancien compagnon, présenté comme un petit ami essentiel, peut-être l'un des plus importants de son existence. Son nom n'avait pas besoin d'être prononcé pour que son poids envahisse la scène. Mathieu expliquait que ses infidélités avaient brisé cette histoire. Il ne parlait pas d'une rupture ordinaire, mais d'une perte. Et l'on sentait, derrière la pudeur de l'animateur, une blessure qui n'appartenait plus au spectacle. Combien d'hommes comprennent trop tard que le désir de tout avoir finit parfois par leur retirer la seule personne qu'ils auraient dû protéger. Cette histoire-là semble avoir marqué un basculement. À plus de 50 ans, Delormeau ne se présentait plus comme le séducteur capable de transformer chaque rencontre en anecdote mondaine. Il semblait mesurer le prix de ses propres débordements. Le regret chez lui ne prenait pas la forme d'une grande déclaration morale, mais de constats presque secs. Il avait trahi, il avait perdu, il voulait changer. En 2022, une autre relation est venue nourrir les conversations. Mathieu Delormeau avait alors confié être en couple avec un homme rencontré dans une boîte gay. Là encore, rien n'était simple, ni l'histoire, ni la manière de la raconter. Il évoquait une relation ouverte, avec une franchise qui désarçonne autant qu'elle fascine. Chacun pouvait, disait-il, connaître d'autres aventures. Mais la liberté, quand elle n'est pas parfaitement partagée, devient vite un champ de bataille. Les disputes auraient été fréquentes, parfois rudes, jusqu'à ce que le lien s'épuise. Autour de lui, les rumeurs ont longtemps circulé. On a commenté ses complicités, ses gestes, ses colères, ses silences. Mais chez Mathieu Delormeau, le vrai scandale n'est peut-être pas dans les noms qu'on lui prête. Il est dans cette contradiction, vouloir être aimé sans être possédé, désiré sans être résumé, regardé sans être réduit. Avant d'être un homme de polémique, Mathieu Delormeau a d'abord été un homme de trajectoire. Une trajectoire presque trop nette pour appartenir longtemps au divertissement. Études, finances, costumes bien coupés, avenir raisonnable. Rien, au départ, ne semblait l'appeler vers ces plateaux où l'on rit fort, où l'on parle vite, où la moindre faiblesse devient une séquence. Et pourtant, c'est là qu'il a choisi d'entrer, comme si le sérieux d'une première vie ne lui suffisait plus. Son passage vers la télévision n'a pas eu l'allure d'un caprice. Il a commencé par observer, commenter, apprendre les règles du direct, ce théâtre sans filet où une phrase peut vous installer comme vous abîmer. TF1, Canal+, Direct 8. Mathieu Delormeau avance d'abord en périphérie, puis prend de la place. Sa voix devient plus sûre, son visage plus reconnaissable. Il comprend vite que la télévision ne récompense pas seulement ceux qui savent parler, mais ceux qui savent exister en étant regardés. C'est à NRJ12 que son nom change de densité. Pendant près de 8 ans, il devient l'un des visages de la chaîne, à la fois animateur, producteur et artisan d'un paysage audiovisuel populaire.
Avec Tellement vrai, il installe un goût du récit social, du témoignage intime, de la vie ordinaire transformée en spectacle. Avec Le Mag, il accompagne l'essor de la télé-réalité, ce miroir impitoyable où des anonymes deviennent célèbres avant même de savoir quoi faire de leur notoriété. Delormeau y trouve son terrain, rapide, parfois cruel, mais terriblement efficace. Pour beaucoup, cette période reste celle de sa pleine ascension. Mais il n'est pas encore ce personnage cabossé que les années suivantes exposeront sans ménagement. Il est l'homme qui maîtrise le rythme, qui occupe l'écran, qui sait vendre un programme, relancer un invité, sourire au bon moment. Mais la télévision a cette particularité, elle aime ses enfants jusqu'au jour où elle décide qu'ils appartiennent déjà au passé. En 2015, NRJ12 le remercie, officiellement dans le cadre d'un renouvellement de grille. Derrière la formule administrative, il y a toujours la même violence. Un visage surexposé peut soudain devenir encombrant. Ce départ aurait pu le faire disparaître. Il produit l'effet inverse. Mathieu Delormeau revient par une autre porte, plus bruyante, plus risquée. Touche pas à mon poste, sur D8, bientôt C8. Autour de Cyril Hanouna, il entre dans une mécanique qui transforme les chroniqueurs en personnages de feuilleton. Là, il n'est plus seulement animateur. Il devient cible, complice, contradicteur, parfois punching ball, parfois vedette. Chaque réaction compte. Chaque malaise peut devenir un moment. Le plateau ressemble moins à une émission qu'à une arène. C'est dans cette arène que son image se fissure et se renforce. Les téléspectateurs voient un Mathieu drôle, susceptible, brillant par fulgurance, vulnérable malgré lui. On le moque, on l'adore, on l'agace, on le défend. Et le rôle commence à mordre là, où l'homme réel tente encore de respirer. Car à force d'être exposé, il n'est plus seulement commenté pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il laisse deviner. Ses tensions, ses impatiences, ses failles, son besoin d'être reconnu dans un milieu qui ne pardonne pas l'instabilité. Au fil des années, la relation avec Cyril Hanouna devient l'un des fils rouges les plus électriques de son parcours. Elle a tout d'un pacte télévisuel. Admiration, dépendance, rivalité, protection, humiliation parfois. Hanouna sait fabriquer des personnages, les pousser, les bousculer, les remettre au centre quand ils vacillent. Delormeau, lui, accepte longtemps ce jeu dangereux. Peut-être parce qu'il y trouve une place que peu d'autres plateaux auraient pu lui offrir. Mais que reste-t-il d'une loyauté quand elle se joue chaque soir devant des caméras? Derrière les sourires, plusieurs récits de coulisses ont fini par donner une autre couleur à cette alliance. On a parlé de disputes, de tensions, de colères répétées. En 2025, la presse people française évoque même des accrochages violents entre les deux hommes, jusqu'à des menaces qui auraient été prononcées hors antenne. Rien dans ce genre d'histoire n'est jamais totalement visible. La télévision montre le feu, rarement les cendres. Mais pourtant, quelque chose semblait s'être déplacé. L'ancien protégé apparaissait désormais comme un élément imprévisible, capable de faire trembler l'équilibre du groupe. Un épisode, rapporté dans les quiz de l'émission, a cristallisé cette impression. Mathieu Delormeau serait arrivé en retard sur le plateau. Amaury, coordinateur chargé de faire respecter le bon déroulement de l'émission, lui aurait rappelé ce retard. Un rappel professionnel, banal en apparence. Mais la scène aurait basculé. Delormeau, au lieu de temporiser, aurait explosé. Selon les récits publiés, il aurait insulté Amaury devant plusieurs personnes, le traitant de « technicien de merde » et menaçant de le faire virer. Les mots, dans une rédaction ou sur un plateau, ne s'évaporent jamais vraiment. Ils collent au mur, aux témoins, aux réputations. La tension aurait ensuite franchi une ligne plus grave. Mathieu Delormeau aurait voulu en découdre physiquement, au point que la sécurité aurait dû intervenir pour le contenir. Ce n'était plus une pique de chroniqueur, ni une humeur de star contrariée. C'était, si les faits rapportés sont exacts, le signe d'un homme débordé par sa propre colère. Cyril Hanouna aurait alors tranché net. Retour à la maison immédiat, suspension sans durée annoncée. Dans un univers où l'on pardonne beaucoup lorsque l'audience suit, cette mise à l'écart disait quelque chose de la gravité du moment. Plus troublant encore, une source interne citée par Voici aurait confié que l'ambiance sur le plateau était devenue beaucoup plus agréable et détendue depuis son absence. La phrase est courte, presque cruelle. Elle ne raconte pas seulement une sanction. Elle suggère qu'autour de Mathieu Delormeau, la fatigue avait peut-être remplacé l'attachement.
Et c'est souvent là que les chutes deviennent les plus dures. Non pas quand les adversaires vous attaquent, mais quand les proches respirent mieux sans vous. Pour le public, la question n'était plus seulement de savoir si Delormeau reviendrait. Elle devenait plus intime, plus inconfortable. Combien de temps peut-on confondre intensité et chaos avant que les autres cessent de vous attendre? Puis il y a eu Paris, un soir de juillet 2024, et cette scène qui n'avait plus rien de plateau de télévision. Mathieu Delormeau, visage connu du petit écran, aurait été interpellé par la police lors d'une transaction de cocaïne. L'information a frappé fort, non parce que le monde médiatique ignore les excès, mais parce que cette fois, le récit quittait les rumeurs de coulisses pour entrer dans le registre froid du fait divers. L'homme qui avait souvent commenté les dérives des autres se retrouvait soudain au centre d'une affaire impossible à habiller de sourire. Ce moment a agi comme un révélateur brutal. Jusqu'alors, beaucoup voyaient en lui un chroniqueur nerveux, excessif, parfois ingérable, mais encore protégé par l'écran. L'interpellation a déplacé le regard. On ne parlait plus seulement d'un tempérament difficile ou d'une sensibilité à vif. On commençait à deviner une mécanique plus sombre, une dépendance possible, une solitude plus profonde que les éclats de voix ne parvenaient plus à couvrir. Quand la fête cesse d'être une parenthèse, à quel moment devient-elle une prison? Delormeau n'a pas laissé cette histoire uniquement entre les mains des commentateurs. Début 2026, il publie Addiction, il a suffi d'une fois. Un titre presque clinique, mais traversé par une peur très humaine. Dans ce livre, il raconte sa descente dans la cocaïne avec une précision qui dérange. L'argent brûlé, les nuits abîmées, le corps qui ne suit plus, l'illusion de contrôler encore ce qui vous tient déjà. Il évoque plus de 170 000 € engloutis dans cette spirale, une somme vertigineuse, moins spectaculaire par son montant que par ce qu'elle révèle, une destruction lente, organisée, presque méthodique. Le détail le plus glaçant reste cette quasi-défaillance physique, ce moment où il aurait frôlé l'arrêt cardiaque après une consommation trop dangereuse. Là, le récit médiatique cesse d'être mondain, il devient corporel. Le cœur, littéralement, menace de lâcher. L'image est violente. L'ancien animateur, habitué aux lumières, ramené à ce qu'il y a de plus élémentaire, un souffle, un pouls. Une limite que même la notoriété ne peut négocier. On peut mentir à un public, esquiver une question, repousser une rupture. On ne négocie pas longtemps avec un corps épuisé. Ce livre ne cherche pas seulement à avouer, il tente de reprendre possession d'une histoire déjà racontée par d'autres. Car dans la vie de Mathieu Delormeau, le scandale arrive rarement seul. Il s'installe, grossit, devient un personnage secondaire qui finit par prendre toute la place. En écrivant, il tente peut-être de déplacer le centre de gravité, ne plus être uniquement celui qui a été arrêté, mais celui qui explique comment il en est arrivé là. Cela ne l'absout pas, mais cela complexifie le portrait. Et pourtant, cette tentative de vérité ne suffit pas à refermer le dossier. Quelques mois plus tôt ou plus tard, selon les épisodes judiciaires rapportés, une autre affaire vient encore l'atteindre. En se rendant dans un commissariat parisien pour signaler un accrochage de voiture, il aurait perdu son calme face à des policiers et prononcé des propos insultants. Une plainte aurait suivi. Même dans une démarche où il venait demander aide ou constat, le conflit semblait le rattraper. C'est peut-être cela qui trouble le plus chez Mathieu Delormeau, la manière dont chaque sortie de crise paraît ouvrir une nouvelle faille. Il parle de dépendance, mais la colère reste là. Il reconnaît des excès, mais les débordements continuent de l'accompagner. Le public, lui, oscille entre compassion et lassitude. Faut-il voir un homme qui se bat contre lui-même ou une personnalité qui exige sans cesse qu'on transforme ses chutes en circonstances atténuantes? La réponse, comme souvent avec lui, demeure inconfortablement suspendue. À mesure que les affaires personnelles s'empilaient, une autre ligne de fracture apparaissait, celle des prises de position publiques. Mathieu Delormeau n'a jamais été un chroniqueur tiède. Il aimait la formule qui tranche, le mot qui force la réaction, la phrase lancée comme une allumette. Mais dans un paysage saturé d'indignation, une allumette suffit à mettre le feu. L'un des épisodes les plus sensibles fut sa défense de Pierre Palmade, alors que l'acteur était au cœur d'une tempête judiciaire et médiatique. Delormeau voulait distinguer la critique légitime des faits reprochés d'un glissement plus sournois.
celui qui transforme la chute d'un homme homosexuel en prétexte pour salir toute une communauté. Mais dans le climat du moment, la nuance était devenue un luxe dangereux. Certains y ont vu une mise au point nécessaire contre l'homophobie ordinaire. D'autres lui ont reproché de déplacer le débat, de chercher une défense là où beaucoup attendaient d'abord de la retenue. Ce n'était pas la première fois que son rapport à l'homosexualité, à la visibilité et au rejet traversait ses interventions. Pendant des années, il avait subi moqueries, insinuations, messages haineux. Il avait même confié craindre qu'un jour cette hostilité finisse par se traduire en violence physique. Cette peur éclaire certaines réactions. Chez Delormeau, l'attaque n'est jamais reçue comme un simple désaccord. Elle semble réveiller une vieille fatigue, celle d'un homme à qui l'on demandait de sourire pendant qu'on touchait à son intimité. Pourtant, cette hypersensibilité peut aussi devenir explosive. En 2022, ses échanges avec Gilles Verdez avaient déjà laissé des traces. Entre les deux chroniqueurs, le désaccord n'avait rien d'une opposition de façade. Il y avait une tension plus personnelle, plus acide, comme si chacun incarnait pour l'autre une limite impossible à franchir. Delormeau pouvait frapper fort, parfois trop fort, dans ses mots. Lorsque le conflit prend la forme d'une blessure morale, le débat cesse vite d'être un débat. Son retour médiatique au début de 2026 n'a pas apaisé cette dynamique. Au contraire, il l'a relancée avec une violence nouvelle. Sur X, Mathieu Delormeau a publiquement accusé Gilles Verdez d'attitude homophobe et antisémite. Les mots étaient lourds, conçus pour faire réagir. Ils ont aussitôt déclenché un tumulte. Soutien, indignation, demande de preuves, rappel d'anciennes séquences. Car accuser publiquement un collègue de tel comportement, ce n'est plus seulement régler un compte, c'est déplacer un conflit de plateau vers le tribunal de l'opinion. Alors, que regardait-on vraiment? Un homme blessé qui nommait enfin ce qu'il disait avoir encaissé? Ou un personnage à vif qui transformait chaque rancœur en accusation maximale? Avec Delormeau, la réponse demeure instable. Il peut avoir raison sur certains combats et tort dans la manière de les mener. Et c'est peut-être là que son cas brûle encore. Jusqu'où tenir encore? La tempête publique finit toujours par rejoindre la maison. Chez Mathieu Delormeau, les blessures ne restent jamais longtemps séparées. Celle du plateau, celle du désir, celle de la réputation, celle du sang. Derrière les éclats médiatiques, il existe une scène plus silencieuse, mais décisive. La famille. Il a souvent raconté, par fragments, l'enfance marquée par l'absence. Sa mère meurt lorsqu'il n'a que 9 ans. Un âge où l'on ne comprend pas encore tout, mais où le manque s'installe longtemps. Son père, Jean-Hugues Delormeau, avocat parisien, appartient à un monde d'ordre et de respectabilité. Sa sœur Julie évolue dans un univers structuré. Son frère Guillaume, musicien, semble porter une autre manière d'habiter la vie. Au milieu de ces figures, Mathieu avance avec ce mélange de besoin d'amour et de provocation qui deviendra sa signature. Mais aucune notoriété ne répare automatiquement les liens abîmés. Au contraire, elle les expose parfois davantage. Delormeau a reconnu être entré dans une forme de guerre froide avec son père et sa sœur. L'expression est glaciale, parce qu'elle ne parle pas d'une dispute bruyante, mais d'un éloignement durable, d'une paix de façade où chacun garde ses positions. Dans une guerre froide familiale, les armes ne sont pas toujours les mots. Ce sont les silences, les appels qu'on ne passe plus, les anniversaires devenus protocolaires, les nouvelles que l'on apprend par la presse. On peut alors relire son parcours autrement. Et si cette agitation permanente n'était pas seulement une stratégie télévisuelle? Et si le besoin de faire du bruit venait d'un endroit plus ancien, plus intime, d'un enfant qui a trop tôt appris que l'amour pouvait disparaître sans prévenir? La question n'excuse rien. Elle est claire. Elle donne au portrait une profondeur que les polémiques avaient fini par aplatir. Car Mathieu Delormeau semble vivre dans une contradiction tenace. Il réclame qu'on le comprenne, mais rend parfois cette compréhension presque impossible. Il demande de la délicatesse, puis attaque avec brutalité. Il cherche la tendresse, mais la met à l'épreuve. Il veut reconstruire, mais laisse derrière lui des scènes de rupture. Dans ses amours, dans son travail, dans sa famille, une même mécanique apparaît. L'attachement est fort, puis l'explosion menace,
puis le regret arrive trop tard. C'est sans doute pour cela que son livre sur les addictions a résonné au-delà du scandale. Il ne racontait pas seulement un produit, il racontait une fuite. Fuite devant la solitude, devant l'âge, devant le déclin médiatique. La drogue devient le symptôme d'un homme qui ne savait plus comment ralentir sans s'effondrer. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed.